Oui, la question qui se pose en ce moment, c'est un changement de régime en Iran est-il envisageable? Et si oui, la restauration de la dynastie des Pahlavis est-elle possible? La manière dont ce conflit évolue, l'intervention de l'armée américaine laisse présager que le régime iranien, malgré ses menaces de représailles, notamment de blocage du détroit d'Ormuz, risque de chanceler. Christian Pahlavi, 84 ans, universitaire, est le fils d'Ali Reza Pahlavi, frère puiné du Shah et d'une Française, Christiane Cholevski. On peut le dire parce qu'il est de nationalité française et sa mère était française. Le destin de son pays le passionne au plus haut point et s'il est là ce matin, c'est pour essayer de nous dire comment les choses pourraient évoluer. Bonjour Christian Pahlavi. Bonjour. Merci. Bah, écoutez, c'est sympathique d'être là. Ouais. Comment vous situez-vous dans la dynastie, dans l'ordre impérial? Alors le fondateur de la dynastie Pahlavi, qui s'appelait Reza Shah, confondu souvent avec son fils, mais avait eu 4 femmes. Donc celle qui était considérée comme la reine-mère, la mère du Shah, était la mère de mon père légal, car en fait il m'a fait reconnu comme son fils, mais par le sang, je n'ai pas de sang Pahlavi, voilà. Je suis Vous êtes fils adoptif reconnu, et je pense être le plus ancien. Les Pahlavis, jusque-là, toutes les grandes dynasties iraniennes étaient des sommets de pyramides tribales. Et là, c'est la première famille simple et petite et limitée qui s'est emparée au début des années 20, 1920, du trône. Et cette famille a donc une 50aine de membres répandus après la Révolution à travers le monde. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de Pahlavi. Le nom Pahlavi, c'est une langue des Perses d'avant la conquête arabe. C'est tout un programme. C'est tout un programme nationaliste iranien. Et bon, c'est un nom de famille maintenant, c'est un nom de dynastie, mais est-ce que vous êtes nationaliste iranien, vous? On ne peut pas connaître l'Iran sans aimer l'Iran passionnément. Nationaliste, je ne sais pas, parce que le mot est péjoratif et mal vu. J'aime l'Iran profondément. Je crois que je suis patriote plutôt, mais patriote cosmopolite, parce que de par mes origines, mon éducation, etc., tous les sens se mêlent en moi et c'est plutôt un rêve romantique, l'Iran. C'est un pays. Moi, je dis toujours que, comme en chimie, il y a que quelques corps simples et beaucoup de corps composés. L'Iran, c'est un corps simple, comme la Chine, l'Égypte, la Grèce. Il y a eu un temps où il y avait peu de pays. C'est un pays prestigieux. Tous les voisins de l'Iran sont des pays apparus au 19 ou 20e siècle. Et l'Iran a, au bas mot, 2000, 3000, 4000 ans, on ne sait plus, 5000 ans. C'est vraiment un pays ancestral. Et on l'admire comme on l'admire à la Tour Eiffel. On se dit, elle est grande, la Tour Eiffel. Et puis un jour, on se trouve en dessous, à ses pieds, et on est ébahi alors qu'on l'a déjà vu 5 fois. L'Iran, c'est quelque chose d'énorme. Vous êtes Christian Pahlavi, vous êtes chrétien, vous êtes catholique. Je suis catholique, oui. Vous n'êtes pas chiite, donc pas musulman chiite? Non, pas du tout. Mon père l'était. Mon père était chiite et très religieux. Très religieux. Il est mort très jeune, à 30 ans, dans un accident d'avion qui reste suspect. Alors, on nous demande toujours, alors, est-ce qu'on a tué votre père? Je ne sais pas, mais comment mener les enquêtes soi-même sur un... Je sais en tout cas qu'il a été déterré par C'était en quelle année? 1950 Voilà, très bien, bravo. 54 voilà, bravo. Exactement. Et donc en octobre 54, au moment où l'Algérie se révoltait contre la France, et à la Toussaint, il est mort à la Toussaint 54. Voilà. Le fait d'être catholique, ça vous empêcherait d'accéder à quelques responsabilités en Iran? Je n'y pense même pas. Hein. Non, mais dans l'hypothèse où ça se présenterait, est-ce que vous le souhaiteriez au fond de votre cœur? Absolument pas. Moi, je suis un homme de l'ombre, quelqu'un qui est curieux, qui s'intéresse à tout, mais qui surtout par ces temps de chaleur, il préfère la fraîcheur de l'ombre. Il y a des Pahlavis qui le souhaitent. Je suis là tout de même. Oui, si vous êtes là, c'est déjà un signe. Mon frère, peut-être mon frère, le pauvre avait été... le chat avait eu le dernier chat avait eu une seconde femme
germano-iranienne qui est très belle, qui ressemblait à Ava Gardner, qui s'appelait la reine Soraya. Et elle avait un appareil reproductif atrophié, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et notre père, à lui et à moi, est mort dans un accident d'avion à ce moment-là. Donc le Shah a fait le projet d'adopter son neveu et d'en faire son héritier présomptif. Ça a été toute une affaire, parce que ma mère était la parisienne contestataire et difficile, mauvaise coucheuse, et elle a eu elle a combattu son beau-frère. Et quand un Français rentre dans une famille, c'est un Français qui rentre. Hein, Christian Pallavi, vous citez 3 pays qui ont eu un rapport à l'islam un peu différent, et vous citez l'Égypte, vous citez l'Espagne, vous citez la Perse. Oui. Pourquoi ? Alors parce que l'Égypte, malgré vous savez, l'Égypte, c'est un pays qui est rentré dans l'histoire alors que c'était encore la préhistoire à ses portes. Et malgré ce prestigieux héritage, l'Égypte s'est complètement pliée à l'islam. L'Espagne, c'est la Reconquista. L'Espagne et les rois catholiques, l'islam et les Arabes ont été rejetés, en laissant quelques traces, mais enfin, ils ont été rejetés. Et puis l'Iran a voulu tromper son monde en prétendant être plus musulman, plus royaliste que le roi, plus musulman que les autres musulmans, et c'est le chiisme. Et donc c'est une ruse ? Pour moi, c'est une ruse. Sociologiquement, c'est une ruse. De l'inconscient collectif. Hein. Si on parle de Jung et de l'inconscient collectif, je pense que c'est une ruse nationale. Vous dites que les racines de la Russie sont en Iran ? Oui, les racines de la Russie sont en Iran. J'ai lu ça dans un livre d'un voyageur américain qui arrive par le Golfe Persique, un peu comme Gobineau qui est arrivé aussi par le Golfe Persique en Perse, et qui poursuit son voyage. Beaucoup d'autres voyageurs sont arrivés, comme John Dos Passos, ont fait le voyage inverse, sont arrivés par la Russie en Perse. Mais lui, il dit, maintenant que je suis en Russie, je trouve que j'ai compris beaucoup de choses. Les racines de la Russie sont en Perse. Pourquoi ? Peut-être parce que la Perse est un pays plus chaud, où la culture éclot plus facilement qu'en Russie. Dans les frimas russes, la même culture a mis plus de temps à se développer, je pense. Ce sont 2 pays très proches aujourd'hui, la Russie et l'Iran. Ce sont 2 pays voisins pendant longtemps. Mais les sociétés sont-elles proches ? Oui, dans une certaine mesure. Parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Russie. Non, parce que même les communistes iraniens qui ont fui, alors le régime du Shah fuyait en Russie et puis ne supportait pas le climat et finissait en Europe ou en Afrique. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a peu d'émigrants en Russie. Hein. Christian Pallavi, à votre avis, comment va se terminer cette guerre ? Est-ce qu'on parle de guerre en ce moment ? Oui. Alors vous parlez à quelqu'un qui est dans un état assez particulier, parce que je me compare un peu à un spectateur du tir vous savez, de Guillaume Tell qui tire sur la pomme posée sur la tête d'un enfant. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que la pomme soit déchiquetée, mais j'ai peur pour l'enfant. Voilà, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père que je suis, qui, au fur et à mesure qu'on se promène dans la vie, on devient de plus en plus craintif. On pense de plus en plus aux enfants, Est-ce qu'il peut y avoir une transition en douceur du fait que les Israéliens, manifestement, ont beaucoup d'appui dans la société iranienne, et la société iranienne est quand même assez... Il y a une partie de la société iranienne, semble-t-il, hein, d'après les témoignages qu'on a eus, qui est quand même assez ouverte à l'occidentalisation et qui pourrait servir de support à un changement de régime. Les Juifs ont une relation très particulière avec l'Iran parce que c'est le début de la diaspora. Ils ont été emmenés en prisonniers sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, dans la Mésopotamie. Et ça a donné Nabucco, les lamentations de Nabucco et Verdi. Et ils ont tellement... Leur présence en Perse est tellement ancienne qu'ils se sont mis à aimer follement. Là. Il y a vous savez, il y a les Juifs ont 3 langues dans le monde. Il y a le ladino, il y a comment on dit l'allemand juif, le yiddish, et il y a le tati qui est un persan juif qui est parlé dans toute l'Asie, dans l'Europe centrale, dans l'Asie centrale. Alors moi j'ai beaucoup d'espoir pour les Iraniens, pas forcément du côté des Pahlavis ou des uns ou des autres,
mais d'espoir de recivilisation, parce que on vient de subir presque un demi-siècle d'obscurantisme. En voulez-vous à la France d'avoir installé l'ayatollah Khomeini? Non. De l'avoir hébergé en France? J'en veux à la France et à d'autres de ne pas... Parce que Khomeini était tout sauf un hypocrite. Il a tout de suite fait comprendre, il nous a tout de suite fait comprendre, on a commencé à lapider les femmes presque tout de suite. Il y a un endroit qui s'appelle le mur Allah Akbar, Dieu est grand, troué de balles et taché de sang, où on faisait travailler la mitrailleuse et on tuait à la moulinette les généraux. Donc le sang a coulé très vite. Et moi, j'étais resté en Iran parce que j'avais la conscience tranquille. Je n'avais ni tué ni volé. Et je me tenais tout à fait à l'écart de toutes ces choses-là. Mais je les regrettais parce que des fois, on pense que voilà, nos ennemis vont être meilleurs que nous. Hein, moi, c'est une idée que j'ai eue dans ma vie. Et puis on déchante. Et je trouve, alors pour répondre à votre question, je trouve qu'on a été bien lent à comprendre. Les cris sont parvenus au tympan très tardivement. Mais vous vous en êtes ouvert auprès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing? Non, parce que je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas monsieur. C'est monsieur Franck Ferrand qui intervient sur une autre radio qui m'a dit, j'étais dans son, comme là maintenant, en face à vous, dans son studio, il m'a dit, mais monsieur Giscard d'Estaing m'a dit, le chat m'avait dit juste avant la Révolution islamique, le chat m'avait dit ne touchez pas l'ayatollah Khomeini. Est-ce que c'était vrai ou pas? Oui, c'était vrai. Le chat était, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, moi je l'ai bien connu, c'était un homme plutôt... C'est un tendre, hein, un tendre qui a eu du sang sur les mains. Sa police politique était quand même assez dure. Oui, je pense, oui, je pense à la police, mais lui-même, personnellement, non. Je pense que c'était un homme plutôt un tendre, plutôt un doux. Bon, son éducation en Suisse, sa fragilité physique, c'était un homme plutôt fragile, qui combattait un peu, vous savez, ces princes de l'ancienne... du Moyen-Âge qui s'endurcissent sur un cheval, qui se jettent dans l'eau glacée, il a cherché à devenir... il cherchait à faire peur. Des fois, sur ses photos, il ne ressemblait pas à ses photos. Sur ces photos, c'était un peu l'oiseau qui gonfle ses plumes. C'est le propre des gens qui sont un peu fragiles. Comment expliquez-vous que cette société iranienne et cette culture persane, dont on dit qu'elle est si fine, qu'elle aime tant la poésie, ait pu accoucher d'un régime, celui des mollahs? Comment expliquez-vous? Parce qu'il y a une sorte de divorce même dans l'esprit. Il y a une crise de nerfs. Vous savez, l'Allemagne, c'est le pays de Goethe, et puis on a eu Hitler. C'était une crise de nerfs nationale. On revient encore aux inconscients collectifs et à Jung, dont je me rends compte que je suis un admirateur. Et c'est une crise de nerfs préjudiciable. Préjudiciable d'abord à l'Iran, mais au monde entier. Parce que le totalitarisme islamique est venu de là. Hein. Tout est parti de cette crise de nerfs. Enfin, je la vois comme ça, moi. Vous pensez qu'une solution, Christian Pahlavi, qui ne soit celle ni de la Syrie, ni de l'Irak, parce que l'interventionnisme américain a souvent été désastreux, est-ce que vous pensez que là, ça peut être quelque chose de favorable, pour une fois? Vous rentrez, monsieur, tout à fait dans ma pensée. Parce que j'entends dire à la radio, tout ça, attention, les Italiens disent, il n'y a rien qui ne puisse être pire. Je ne crois pas du tout. Je crois que l'Iran, le vrai, a des ressources infinies de sagesse, de tolérance, de finesse, d'humour, et que quand le cauchemar sera fini, il sera vraiment fini. Même s'il y aura des traces. Y a-t-il des liens puissants entre la France et l'Iran? Oui, absolument. Depuis toujours, hein, depuis Louis XIV. L'un des derniers visiteurs de Louis XIV était Mohammed Beg, qui était un ambassadeur de Perse, habitant Charenton. Ça ne s'invente pas, et qui était venu présenter ses présents dans la Galerie des Glaces. Nous sommes en hiver 1715, donc Louis XIV va mourir le 1er septembre qui suit. Il était déjà rongé par la gangrène, et c'était un de ses derniers visiteurs. Et ce qu'il a apporté, ces trésors,
c'est que quelques plantes desséchées. Enfin, c'est vraiment lamentable. Il a déçu tout Versailles avec ses pauvres. Vous savez, les Persans sont toujours imprévisibles. C'est quelque chose. Est-ce que c'est pas un humour d'être persan? Pour nous, Ispahan, c'est Montesquieu aussi, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a quand même des références intellectuelles, en tout cas des croisements intellectuels forts entre l'élite iranienne et puis l'élite française. Et bien qu'il en doute, on peut être persan. Merci beaucoup, Christian Pahlavi, d'avoir été des nôtres ce matin. Je précise que vous avez été l'auteur d'une thèse importante dont on aurait pu parler, puisque c'était sous l'égide d'Hélène Carrère d'Ancos en 75, la révolution blanche du Shah. Le mot révolution fait toujours un petit peu peur, donc je voulais avoir un peu votre définition. Est-ce que la révolution blanche, c'est l'envers d'une révolution islamique? C'était une révolution totale. C'était un peu comme la révolution Meiji au Japon. Quand ces vieux pays asiatiques se mettent à changer, ils changent du tout au tout. Les Japonais qui sont sortis de Meiji n'étaient plus du tout les Japonais de Osaka non, c'était d'autres gens. Et le Shah a voulu métamorphoser son pays. Donc la révolution, il se trouve qu'à 84 ans, j'avais une trentaine d'années à ce moment-là. J'en ai parlé d'ailleurs avec le Shah. Il a tout changé. Il a donné le droit de vote aux femmes. Il a envoyé les pères missionnaires éduqués dans la campagne. Voilà. Et la révolution blanche donc pourrait advenir, sait-on jamais, si justement le sang ne coule pas en Iran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Christian Pahlavi. Merci pour votre accueil. C'était charmant. À bientôt. Merci.